La royauté espérance de tous les pays d'Europe. Oh, ce titre m'est inspiré par un article. J'approuve assez souvent les idées de maître Gilles William Goldnadel et admire aussi le courage qu'il manifeste toujours pour dire ce qu'il pense, de même que son enthousiasme pour les causes qu'il défend. J'avoue que c'est la lecture de sa très pertinente réflexion sur la monarchie britannique qui m'a donné l'envie de vous en parler à mon tour. Le titre d'ailleurs de son texte du Figaro avait attiré mon attention. La monarchie britannique nous renvoie à notre propre déclin. Il ne m'en voudra pas, j'espère, car je vais reprendre à la lettre le début de son propos. Parce que je ne pourrais pas m'exprimer mieux. Je cite, « J'assume ma jalousie sans honte ni vanité, ce sentiment humain partagé avec équité dans ce cadre sentimental, j'assume ma jalousie pour ces Anglais que j'ai toujours enviés. » Fin de citation. Puis plus loin, il précise, et là aussi je le suis, qu'il assume principalement ce qu'il a cru devoir jalouser chez le grand breton anglican. Je veux parler de sa monarchie parlementaire et transcendante. Et précédait cette affirmation, mais le républicain laïque qui signe jalousement cette chronique envieuse. Alors moi je vais y substituer une autre formule qui n'étonnera pas ceux qui me connaissent. Je dirais, moi, le royaliste et prêtre qui signe jalousement cette chronique envieuse. Et ceci amène déjà une première conclusion, la puissance de rassemblement du principe royal de droit divin. En effet, maître Goldnadel est clairement républicain, juif non pratiquant, athée ou agnostique. Il se qualifie de laïque, ce qui signifie ici sous sa plume qu'il veut garder de grandes distances entre le politique et le religieux. Ce ne sont bien évidemment pas, vous le savez, mes convictions personnelles. Mais ensemble, nous envions chez le grand breton anglican la monarchie parlementaire et transcendante. Trois qualificatifs sont assemblés dans son propos et je les développerai à ma manière. Anglican. Il faut réfléchir sur ce mot, trop souvent mal compris par la grande majorité des gens. Et je n'y place pas maître Goldnadel qui a suffisamment de culture et de connaissance du monde pour ne pas se tromper sur ce que recouvre ce mot. L'anglicanisme n'est pas né du caprice d'Henri VIII, furieux du refus papal de reconnaître la nullité de son premier mariage, qui aurait pu être reconnu. Il ne s'est proclamé, en concurrence du pape, chef de l'Église d'Angleterre, le 3 novembre 1534, que pour faire reconnaître la nullité de sa première union, sans rien changer, j'insiste là-dessus, à la doctrine catholique. Car dans la ligne de ses premières réactions dans l'affaire Luther, le roi fera publier en 1539 l'acte des 6 articles qui condamnent les idées de Luther. Le protestantisme commença à s'installer en Grande-Bretagne à la mort du roi seulement, en 1547, mais brièvement, puisque le successeur mourut jeune, Édouard VI, et que sa sœur Marie Ier Tudor abrogea l'acte de son père en 1554, et l'Angleterre redevenant catholique. L'acte d'Henri VIII fut rétabli en 1559 par Élisabeth Ier qui, étant considérée comme bâtarde par l'Église catholique, ne pouvait qu'adopter le protestantisme. Mais il fallait tenir compte des graves divisions engendrées par les querelles religieuses. Non seulement entre catholiques et protestants, mais encore entre protestants eux-mêmes. D'où le refus
de revenir aux 42 articles de 1553 rédigés par Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, sous Édouard VI, texte trop protestant car d'inspiration calviniste. On tint à marquer en 1563 les points d'accord entre le catholicisme et la réforme protestante, mais en s'étendant plus longuement sur les points de désaccord, on rendit relativement ambigu l'exposé des sujets les plus difficiles qui posaient problème tant avec les catholiques qu'entre les différents courants du protestantisme. Ça a donné 39 articles. C'est là la particularité anglaise, inimitable. Le pouvoir royal montra très clairement son souci de rassembler le plus possible sur le plan religieux. La reine elle-même y joua un rôle capital. Elle appliquera fidèlement sa devise « Video et taceo » en latin, « je vois et je me tais ». Et elle ne voulut pas imiter sa demi-sœur Marie Tudor dans l'emploi de la force en matière religieuse. Elle gardera une partie de ses conseillers catholiques même et rajoutera des protestants. Aussi, jamais le dialogue ne sera véritablement rompu avec le catholicisme. Elle sera sacrée comme ses prédécesseurs, avec l'huile sainte, mais sans messe. L'Eucharistie constituant un grave sujet de division entre catholiques et protestants, mais aussi entre partisans de la Réforme. Tout ce travail théologique est achevé en 1571 et incorporé au Book of Common Prayer, ce qui marquera tout le règne de cette reine, 1558-1603. Sa diplomatie religieuse servira son habile diplomatie politique. Aussi, quand aujourd'hui le roi Charles III se proclame défenseur de la foi, il ne fait que reprendre le titre que le pape Léon X avait donné à son lointain prédécesseur, Henri VIII, en 1521, pour le remercier de son écrit contre Luther, et quand il s'engage à défendre le protestantisme au travers de l'anglicanisme, en demeurant le protecteur de l'Église presbytérienne écossaise, eh bien il continue la tradition d'union des deux couronnes. Et il a d'ailleurs célébré, vous le savez, son deuxième mariage dans l'Église presbytérienne d'Écosse. La liberté religieuse, comme la liberté des consciences, sont des réalités dans lesquelles le royaume uni nous a réellement devancés. La monarchie parlementaire a existé en Grande-Bretagne avant la France. La France, c'est 1791. C'est le début officiel dans notre pays. Mais je pense que c'est la date de 1814 qu'il vaut mieux retenir. Cela dit, en y regardant de plus près, en tenant compte des différences importantes qui existent entre nos deux pays, leur formation et leurs mœurs politiques, eh bien, nous verrons que dans la réalité, l'ancienneté anglaise est assez relative. Le professeur François Bluch, dans son remarquable livre sur Louis XIV, explique bien ce que veut dire monarchie absolue dans l'ancienne France. Et cela en se référant au latin, absolvere. Il s'agit de l'exercice du pouvoir délié de toute entrave, les conseils entendus. Et le roi de France en avait de nombreux. Depuis Philippe IV le Bel, en 1302, les rois étaient tenus de convoquer des états généraux pour créer de nouveaux impôts, avec un ordre du jour auquel tous devaient se tenir, le roi y compris. Tout comme les députés porteurs des doléances inscrites sur les cahiers de leurs mandants, ce sont eux qui le représentaient, donc, et non tout le peuple français, comme le prétendra beaucoup plus tard Sieyès en septembre 1789 lors d'une réunion de l'Assemblée constituante, issue des États généraux par coup d'État.
Et cette ambiguïté, eh bien, elle subsiste aujourd'hui dans nos assemblées élues. Et elle causa en partie, je crois, la révolte des Gilets jaunes. Quant au Parlement français d'Ancien Régime, en France, il n'avait qu'un rôle judiciaire. Ses membres achetaient leur charge au roi et pouvaient la transmettre à leurs successeurs qui devaient bien évidemment acquérir alors les capacités du métier pour tenir ce rôle, qui consistait à vérifier tout simplement la compatibilité des lois proposées par le roi avec les lois fondamentales du royaume. C'est donc le roi, assisté de ses conseils, qui assumait seul l'unité de la France. Au contraire, et pour faire bref, on peut dire que l'unité du royaume de Grande-Bretagne est autant due à la personne des rois qu'à leur association avec les parlements, ceux-ci devenant très vite des institutions politiques sortant de leur rôle judiciaire. Le premier souverain à régner sur l'ensemble de la Grande-Bretagne est Athelstan, 894-939. Il soumet même l'Écosse, il bat les Écossais révoltés, alliés aux Vikings en 937. Et le roi promulgue chartes, édits et s'entoure de conseils, réunis régulièrement, composés de personnalités représentatives. Notons aussi qu'il avait été sacré à la manière franque, c'était une première, en 925, à Kingston-upon-Thames, par l'archevêque de Canterbury, et qu'il recevra une couronne et non un casque, tandis qu'en France, voyez-vous, Pépin, qui avait été sacré à Soissons comme roi des Francs en 751, avec l'autorisation du pape Zacharie, et qui fut de nouveau sacré par le pape Étienne II à Saint-Denis en 754 avec ses deux fils, dont le futur Charlemagne, eh bien à chaque fois, ce sera avec une couronne. Un siècle après Charlemagne, et Louis le Pieux, la Grande-Bretagne parvient à une unité avec un roi sacré et couronné, mais avec l'aide et le soutien de plusieurs conseils qu'on appellera très vite parlements. Les règles de succession étant moins strictes qu'en France, puisqu'elles permettaient aux femmes de régner, et cela suscita évidemment des ambitions génératrices de nombreuses guerres civiles. Et le roi qui en sortait vainqueur avait obligatoirement fait des concessions au Parlement et aux barons qu'il avait soutenus et autres personnages puissants du pays. D'où l'importance de ces assemblées qui ne jouèrent jamais un tel rôle en France avant 1789. Dès le 15 juillet 1215, le roi Jean Santerre fait signer la Magna Charta, il doit la signer, dans laquelle il y avait déjà des germes de l'habeas corpus et de la convocation régulière d'assemblées. Mais ce texte fut abrogé, repris et résumé en 1295. Le roi Édouard Ier réunit ce qu'on appellera le Parlement modèle pour faire voter de nouveaux impôts. Il était composé aussi de toutes sortes de gens. Il y avait des aristocrates, des ecclésiastiques et des représentants des comtés. Édouard III opéra la division en deux chambres. En 1339, il créera la Chambre des Lords. L'autre chambre s'appellera la Chambre des communes. Mais rapidement, cette chambre prendra une certaine indépendance par rapport au roi et aux lords. Et déjà vers la fin du règne d'Édouard III, la Chambre va essayer de destituer certains ministres. Le roi va résister de différentes manières. La dynastie des Tudors sera inspirée la crainte nécessaire pour dominer complètement les deux chambres. L'affrontement recommencera avec les Stuarts. Le plus grave provoqua, vous le savez, la chute de Charles Ier. Si la Chambre des communes sembla l'emporter avec l'exécution de ce roi
en 1649, c'est en fait une dictature militaire qui va diriger le pays avec à sa tête Cromwell, qui va finir par abolir le Parlement en 1653, créant par là même la division parmi ceux qui avaient été ses propres partisans. Il faut aussi préciser, toujours parce que nous comparons avec la France, que les révolutionnaires anglais qui provoquèrent la mort du roi étaient tous des chrétiens convaincus. Je dirais trop, même si on considère les puritains, protestants, régicides. Peu après la mort de Cromwell, la royauté et le Parlement sont rétablis en 1660, et grâce à George Monck, aussi habile militaire que politique, Charles II Stuart est restauré sur son trône, sans verser une goutte de sang, en même temps que le Parlement retrouve sa place. Alors c'est alors un changement de dynastie qui va donner encore plus de pouvoir au Parlement anglais. La question religieuse jouant encore un rôle capital. Jacques II, le frère du roi Charles II, rétabli par Monck, ne faisait pas mystère de son penchant pour le catholicisme, auquel il finit d'ailleurs par se convertir. Il ne comprit pas que l'anglicanisme était devenu populaire parce que synonyme de paix religieuse. Dans un pays qui, plus que tout autre en Europe, avait été marqué et déchiré par les guerres de religion, la perspective de retour au catholicisme, au moment où il eut un fils, précipita l'accroissement de l'opposition au roi et de tous ceux qui n'étaient pas catholiques. Et parmi les personnes influentes de ce royaume, on se rappela les heures sombres de Marie Tudor. Et ils se tournèrent vers une autre Marie, Marie fille de Jacques II, mariée à Guillaume d'Orange, tous deux protestants, et celui-ci débarqua en 1688 avec une troupe que Jacques II Stuart aurait pu affronter, mais il y renonça. Marie II et Guillaume III régnèrent ensemble. Anne, sœur de Marie, leur succéda derrière la dernière des Stuart, mais elle aussi était protestante. Comme sa sœur et son beau-frère, remarquons que Guillaume d'Orange était calviniste et Georges Ier, prince électeur de Hanovre, luthérien. Les deux devinrent loyalement anglicans sur le trône d'Angleterre et plein de prévenance, bien sûr, pour le Parlement, qui leur avait donné la couronne en ajoutant aux règles successorales royales l'appartenance au protestantisme. Et les libertés traditionnelles anglaises furent maintenues. De plus, l'acte d'union de 1801, incorporant l'Irlande au Royaume-Uni, introduit de nombreux catholiques dans le royaume, et le 24 mars 1829, le roi acceptait le Catholic Relief Act, ouvrant toutes les fonctions officielles aux catholiques du royaume. La France de cette même époque, en 1829, vivait dans une forme de société semblable à celle de l'Angleterre. Mais à quel prix? Le bouleversement sanglant de la Révolution 1789-1799, 10 années de désordre qui firent régresser la France, qui perdit son statut de premier pays d'Europe et qui fut sauvé par un pouvoir militaire fort, dirigé par le général Bonaparte, lequel ramena la paix religieuse en France, à défaut de la paix sur le continent. Car ni son caractère ni les circonstances ne pouvaient lui donner l'occasion, ou même l'envie, d'agir comme Monck en Angleterre. Mais c'est tout de même sur le trône de Napoléon que s'assit Louis XVIII. En 1814, en instaurant une monarchie constitutionnelle viable, contrairement à celle qu'on a imposée à son frère en 1791.
Louis XVIII montrait qu'il tenait compte des faits antérieurs, et l'épisode des 100 jours le conforta dans cette voie. Il sut conserver de la Révolution et de l'Empire ce qu'il pouvait garder sans rien trahir de l'antique vocation de la France. Seul son état de santé empêcha le sacre qui était prévu. Nous en avons plusieurs preuves historiques incontestables. La France, comme l'Angleterre, connut un véritable régime parlementaire qui présuppose une séparation absolue entre l'origine de ce qui fonde l'autorité du roi et celle du Parlement. Faute de quoi le roi et le Parlement perdent leur liberté au détriment du peuple. Et je terminerai sur ce point. Il faut d'abord reconnaître que la stricte séparation des pouvoirs, qui s'inspire de Montesquieu, relève de l'utopie. Autrement dit, d'un mieux qui n'a jamais existé. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est en politique que cette maxime, je crois, est la plus vraie. Nos rois chrétiens, comme ceux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, savaient que le mieux n'existait pas sur cette terre. On ne pouvait l'atteindre que dans le royaume de Dieu et après son jugement. Eux-mêmes, les rois, y seraient soumis et auraient plus de comptes à rendre que leurs sujets. Le roi chrétien ne recherchait sur terre que le bien commun, déléguant ses pouvoirs, les rendant donc de fait indépendants les uns des autres, mais il était clair que tous venaient de lui et qu'il tenait son pouvoir directement de Dieu, sans l'intermédiaire de l'Église. Le sacre ne faisait pas le roi, tout comme en Angleterre aujourd'hui. Il marque sa place particulière dans l'Église. C'est une sorte d'évêque laïque. Il est au moins sur le front, par le Saint-Crème, et sur chaque main. Le sacre royal français prévoyait plus d'onction, le roi se trouvant en ce qu'on appelle la grande prosternation, c'est-à-dire allongé à plat ventre. Napoléon, lui, s'agenouilla simplement et ne reçut que les 3 onctions, le front et les mains. Le souverain anglais, lui, reçoit 4 onctions, la tête, les 2 mains et la poitrine. Élisabeth II reçut ces onctions, assise sur son trône, mais un grand dais masquait tout ce rituel qui ne concernait que l'archevêque et la souveraine. Depuis la réforme du XVIe siècle, les souverains anglais font toujours référence à l'archevêque de Canterbury et à la conférence de Lambeth qu'il préside pour toutes les questions proprement doctrinales. Tout comme les rois de France, dans ces matières, le faisaient auprès du pape. Cela dit, s'ils estimaient qu'un texte papal empiétait sur leur domaine politique, ils, les rois de France, ne le présentaient pas au Parlement de Paris et celui-ci n'avait nulle valeur pour leur peuple. Et ceci en accord avec le Saint-Siège de par le Concordat de Bologne de 1516 qui dura en France jusqu'en 1790. Un roi sacré empêche donc tout cléricalisme, en France comme en Angleterre, tout comme il garantit la liberté de l'Église. Pour la France, c'était très clair, puisque le sacre ne donnait au roi que la position la plus élevée parmi les laïcs, et que l'Église étant catholique, le roi n'avait aucune autorité doctrinale, sinon celle de faire appliquer l'autorité du Saint-Siège. Pour l'Angleterre, eh bien, il en est pratiquement de même, à cause des 39 articles et de la pratique plus luthérienne que calviniste qui en découla, concernant les relations du pouvoir temporel et spirituel. Les souverains anglais
comme la grande majorité des souverains luthériens, avaient conservé le système épiscopal, et ils eurent la sagesse de laisser aux évêques le soin de gouverner l'Église en soutenant leur autorité. Quant à la question parlementaire, sur laquelle, nous l'avons souligné, l'Angleterre avait une longueur d'avance par rapport à la France. Les parlements ont eu le bonheur dans le Royaume-Uni de remplacer progressivement les différents conseils du roi. Ils avaient évolué en une chambre, puis en deux, en collaboration harmonieuse avec le souverain. Les communes représentaient le peuple en communion avec le roi. Et les députés des communes étaient liés à leur mandant. Il fallut cependant attendre le XVIIIe siècle et la perte des Provinces-Unies en Amérique pour voir le Premier ministre, Lord North, être obligé de démissionner le 20 mars 1782, car mis en minorité par la Chambre des communes. Louis XVIII retint la leçon et ne maintint jamais un Premier ministre contre la majorité de la Chambre, tout comme on le fit en Angleterre après l'affaire North. Ainsi, en France comme en Angleterre, le député était parfaitement libre et plus que partout ailleurs, parce qu'il savait qu'il ne pourrait jamais incarner le chef de l'État, le roi. Au mieux, il pouvait devenir Premier ministre s'il apparaissait au peuple comme le meilleur pour lui assurer son bien. Plaire au roi était secondaire. À l'inverse, le roi pouvait assurer le soutien discret à un parti ou à un député, mais avec le seul souci du bien commun, sans penser à sa réélection, à conserver sa place. Et Louis XVIII se montra particulièrement habile dans ce domaine. Non soumis à l'élection populaire, il était le roi. Il devait certes tenir grand compte de l'opinion publique, c'était une des leçons de la Révolution, mais il n'en était pas l'otage. À bien y réfléchir, la Troisième et la Quatrième République avaient compris cela, en faisant élire le chef de l'État par un collège restreint d'électeurs. Et ces présidents, bien qu'appartenant à des partis politiques, acquéraient une légitimité qui les faisait respecter de tous, du fait même de l'origine de leur pouvoir, donné par une majorité de ce qu'on appelait les sages et les plus expérimentés de l'État. L'instabilité des gouvernements et leur rôle de conciliateur pour les former leur conférait une sorte de bonhomie paternelle dans laquelle tous les Français se reconnaissaient. Et je me souviens en particulier des présidents Auriol et Coty, que j'ai connus, très différents, mais unanimement aimés. Cela dit, je rejoins Maître Goldnadel, il fallait en 1958 une autre constitution, que le royaliste que je demeure plus que jamais trouve remarquable. Mais dès son élection par le Congrès élargi à d'autres grands électeurs, ce qui était une bonne chose, on gardait le principe du collège restreint. De Gaulle ne put s'empêcher de faire une déclaration surprenante à la télévision. Mon père était, je m'en souviens, à côté de moi pour m'expliquer les subtilités du général. Voici les deux expressions essentielles à relever. J'accepte le mandat que vous m'avez confié et la mission nationale qui m'incombe depuis 18 ans se trouve de ce fait confirmée. Ainsi, comme le pape élu par un conclave, le général voulait dire qu'il acceptait le vote, montrant que son pouvoir venait de son acceptation. C'est logique pour un pape.
qui ne saurait tenir son pouvoir d'une base inférieure à lui, si éminente soit-elle. Le pape relève du droit divin, mais pour un président de la République élu, c'est beaucoup moins évident. Aussi, la référence au 18 juin 1940, date du fameux appel comme début de son règne, entre guillemets, montre bien sa conception charismatique du pouvoir. Il voulait donc se distinguer du Parlement, en se réclamant d'une légitimité différente. Au résultat du vote d'un collège restreint, il y ajoutait une légitimité liée à un appel, en fait à double sens, forme qu'affectionnait assez le général l'appel au peuple, partie visible, audible de l'appel de Dieu. Depuis le 18 juin 1940 jusqu'à ce 28 décembre 1958, ceux qui avaient gouverné la France étaient illégitimes, avec des torts plus ou moins graves, bien sûr, mais de fait. De Pétain à Coty, tous étaient des usurpateurs. De Gaulle eut l'habileté de ne jamais dire, bien sûr, ou d'écrire les propos que je viens de tenir. Mais à différentes reprises, il le fit sentir, en parlant par exemple du régime des partis qui avait abaissé notre pays. Je l'ai dit, écrit plusieurs fois, il commit l'erreur funeste, malheureusement, de modifier en 1962 la Constitution, en faisant élire le président de la République au suffrage universel direct. Parce que là, il le plaçait au même rang que n'importe quel député, et commençait à effacer ce qui doit nécessairement séparer le chef de l'exécutif du Parlement. Il y avait heureusement pour lui, comme pour nous, sa forte personnalité, hors du commun. Cependant, 3 ans plus tard, en 1965, il crut pouvoir se dispenser de faire une campagne au premier tour des présidentielles, et il eut ballottage. Il montra alors toutes les ressources de son génie en faisant sa campagne à sa manière avec ses célèbres entretiens au coin du feu avec Michel Droit. Ce fut un petit chef-d'œuvre de communication. Mais les dés étaient jetés. L'importance grandissante des médias allait obliger à des campagnes électorales coûtant de plus en plus cher, redonnant aux partis politiques une puissance beaucoup trop grande qu'ils utiliseraient aux présidentielles et bien sûr aux législatives. Pouvant éventuellement braver le président, transformant la dissolution en arme à double tranchant. De plus, au fil du temps, après Georges Pompidou, le président se trouvait à une place de plus en plus inconfortable. S'il voulait travailler effectivement pour la France, parce qu'il disposait constitutionnellement d'énormes pouvoirs, s'il avait une majorité parlementaire, mais ceci en réalité diminuait comme une peau de chagrin au fur et à mesure que l'autorité de l'Europe grandissait aux dépens de la souveraineté de la France et de la vie de son peuple. Tout ne reposait plus que sur la personnalité du président. Le projet gaullien prit fin quand se termina le mandat de François Mitterrand. L'instauration du quinquennat ne fut en fait que la résignation à la médiocrité pour garder le pouvoir. On crut obtenir la certitude de 10 années de pouvoir en abandonnant 14 ans devenus hasardeux, tant pour l'exécutif que pour le législatif. Mais ce fut la mort camouflée du régime parlementaire et la Chambre des députés, improprement appelée Assemblée nationale, devint une assemblée composée en majorité de godillots, pour reprendre l'expression du Canard enchaîné, désignant les députés gaullistes élus en 58.
Sauf que les godillots du quinquennat étaient taillés, eux, sur mesure du pied présidentiel. Cela dit, l'histoire de notre pays nous montre que les Français sont allergiques au pouvoir exécutif trop personnel, surtout quand il apparaît comme incohérent et sourd à leurs besoins. Et quand ils ont le sentiment de ne plus être représentés par ceux qui ont été élus, l'horizon s'assombrit. Confronté à des problèmes aussi graves que les nôtres, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne saura les résoudre mieux que nous, j'en suis certain, et nous renverra à notre propre déclin, comme l'écrit Maître Godnadel. La cause de son succès résidera dans l'existence de son roi de droit divin, qui permet à son Parlement d'être libre dans ses choix et dans sa façon de représenter réellement les intérêts de ceux qui l'ont élu. Charles III a sa propre personnalité, différente de celle de sa mère, mais dès que celle-ci a quitté ce monde, il s'est inscrit dans une lignée et une tradition qui le dépasse. Il est, dans l'inconscient britannique, le Saint-Georges du royaume, l'ange protecteur du pays. La souveraineté est assurée pour ce pays sans que son chef se prenne pour Dieu. La belle devise des rois anglais, depuis Henri V, « Dieu est mon droit », qui viendrait de Guillaume le Conquérant, le lui rappelle. Elle demeure en français, aujourd'hui encore. Puisse, de ce fait, cette devise être partagée avec la Grande-Bretagne, c'est dans cette espérance que je prie pour le repos de l'âme de la reine Élisabeth II et le règne de son fils, le roi Charles III. God save the King!